Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de Tous connectés et après. Tous connectés et après, c'est un cycle de conférences initié par le Shadok avec rue 89 Strasbourg, où chaque mois nous essayons de décortiquer un petit peu la société à l'ère du numérique, ce que nous faisons du numérique et ce que le numérique fait de nous. Donc c'est un vaste programme, mais ça nous donne plein d'excuses pour rencontrer des gens brillants, des gens intelligents, des gens pleins d'idées et qui font avancer ce petit monde. Et j'en ai deux ce soir avec moi. Nous avons, comme ça, pas de pression. Nous avons Flavie Guénacio qui est avec nous depuis Grenoble. Flavie, Génatio, c'est vrai. Et en plus, je vous avais demandé, et évidemment, je me suis mis dedans. Donc, Flavie, vous êtes doctorante en sociologie. Vous êtes une des spécialistes du mouvement des makers, des Fab Labs. Vous nous expliquerez un petit peu tout ça après. Nous avons aussi avec nous Quentin Lehmann. Voilà, donc je prononce correctement là, je pense. Oui, bonsoir. Donc Quentin, vous avez structuré un petit peu le mouvement des makers alsaciens, des makers barinois en tout cas, notamment à l'occasion de la crise sanitaire que nous venons de vivre et que nous vivons d'ailleurs encore. C'est exactement ça. Voilà, formidable. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, donc, il est d'usage dans ces rendez-vous, tous connectés, de d'abord définir les termes qui vont nous occuper, que nous allons décortiquer pendant cette soirée. Donc, puisque effectivement, on utilise beaucoup d'anglicismes, hein, on va parler des makers, on va parler des Fab Labs, on va parler des makerspace. Donc, j'ai un peu envie de passer tout de suite la parole à Flavie. Flavie, qu'est-ce qu'un maker ? Alors, qu'est-ce qu'un maker ? Vaste sujet. Maker, c'est une terminologie qui a émergé dans le courant des années 2000 aux États-Unis pour désigner différentes communautés de personnes qui bricolent avec les outils numériques et qui sont dans une logique de partage, que ce soit des plans ou des savoir-faire. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on a du mal à traduire en français et on conserve l'anglicisme parce que je pense qu'il y a vraiment tout un historique autour de cette terminologie. Des personnes qui, voilà, je sais pas, vous avez peut-être entendu parler des Maker Faire ou du Make Magazine. Donc, c'est vraiment l'idée de construire une communauté autour de ces pratiques-là. Ouais. Donc, Maker Faire, qu'est-ce que ce serait ? Comment on pourrait le traduire ? Eh ben, Maker Faire, c'est la foire des makers, la foire de ceux qui font, la foire des bricoleurs. Donc, en gros, c'est un événement où vous avez absolument tout. Ça va de l'amateur qui va bidouiller un petit robot dans son garage à la couturière qui va fabriquer ses propres vêtements à, je sais pas, enfin, dans les Maker Faire, vous avez aussi des partenaires industriels très importants. Donc, ça rassemble vraiment des communautés de pratiques très, très larges. Okay. Voilà. Est-ce que c'est une définition qui vous va, ça, Quentin ? Ouais, effectivement, moi, je m'identifie plus sur l'aspect particulier. Oui, on a été accompagné par des couturières tout au long de notre expérience, toutes les réunions qu'on a eues. Donc, maker, c'est un mot au sens très large. C'est vraiment celui qui fabrique avec peu de choses ou avec les outils dont il dispose, quoi. Donc, c'est pas forcément lié à l'impression 3D, alors Non, pas forcément. Nous, avec l'impression 3D, on a vraiment développé le mouvement parce qu'on a eu donc cette image qui est un peu émergée de l'ombre, et donc en l'occurrence des visières et pièces imprimées en 3D. Mais makers au sens large, non, ça regroupe vraiment tout un mouvement plus large que l'impression 3D. D'accord. Et alors, donc on va quand même rester sur cette question de l'impression 3D et de la manière dont la production peut se réinventer. Mais par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme maker qui n'est pas de l'impression 3D ? Les couturières, c'est pour moi l'exemple parfait.
c'est-à-dire les personnes qui sont mis à faire spontanément des masques avec leur machine à coudre. Donc là, clairement, ce sont des makers. Et comme dit, elles nous ont accompagnés. Toutes les réunions, elles les ont faites avec nous. Elles ont eu les mêmes problématiques, les mêmes expériences que nous, en fait. D'accord. Et alors, du coup, qu'est-ce que les Fab Labs, alors? Qu'est-ce que c'est? Alors, les Fab Labs, c'est, on va dire, des endroits où on met à disposition des éléments de production. Donc, ça peut être imprimante 3D, mais ça peut aussi être des CNC. Donc, c'est des outils pour découper, faire de la découpe sur du bois, sur des métaux. Donc, c'est vraiment un lieu de rencontre où on va apprendre, en fait, à prendre en main ces machines-là et à produire les projets qu'on a à la maison qui sont un petit peu exigeants, qui ont besoin de matériel auquel on n'a pas forcément accès en tant que particulier. Ok. Voilà, Et donc, Flavie, peut-être vous voulez préciser, parce que, alors, donc vous, je précise que vous faites partie du quoi, de l'association des Fab Labs français ou comment ça s'appelle? Alors oui, je fais partie du conseil scientifique du réseau français des Fab Labs, C'est ça. qui est effectivement une association nationale qui a pour but de rassembler effectivement ces ateliers de fabrication numérique, mais pas uniquement ceux qui sont estampillés Fab Lab, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que Fab Lab, c'est une dénomination qui a été créée par le MIT, l'université américaine de Boston, au début des années 2000 également. Et donc, il y a une charte avec, donc comme ça a été dit, il y a un certain nombre d'outils, donc l'imprimante 3D, la découpeuse laser, la CNC, etc. Mais il y a aussi comment est-ce qu'on se positionne vis-à-vis de l'ouverture au public. Un Fab Lab, un moment dans la semaine, ça doit être ouvert à n'importe quel public, sans aucune restriction. Il y a aussi la question de partage des plans, donc je pense qu'on va en revenir à cette question-là aussi. Donc, vous voyez, il y a quand même une charte autour de ce label Fab Lab, c'est difficile de parler de label, qui implique que tous les makerspaces, donc tous les espaces makers, tous les ateliers de fabrication numérique ne sont pas des Fab Labs. D'accord. Pour au réseau français. Par contre, tous les Fab Labs sont des makerspaces. Absolument. Voilà. C'est ça. Okay. Oui, donc le réseau français des Fab Labs, c'est effectivement une association nationale qui essaye donc de rassembler que ce soit les professionnels ou les utilisateurs de Fab Labs ou de Makerspace. Et je travaille donc bénévolement, en plus de ma thèse, dans le conseil scientifique pour essayer de produire des données autour de ces lieux, comment est-ce qu'ils s'organisent, quelles sont leurs problématiques, etc. Alors justement, donc ces lieux, donc on en a au moins un à Strasbourg, hein, c'est au Shadok justement, et probablement on doit en avoir un autre à la COP, peut-être qu'il n'est pas encore tout à fait opérationnel. Vous me disiez qu'il y en a à peu près 200 en France, c'est quand même énorme en fait. Oui, absolument. Alors il y a un petit peu plus aujourd'hui de 200 Fab Labs donc, qui sont enregistrés vraiment sur le site fablab.io auprès de la Fab Foundation, donc qui est une organisation internationale des Fab Labs chapeautée par cette université américaine dont je vous parlais au début. 200. Auxquels il faut ajouter tous les makerspaces qui ne sont pas des Fab Labs à proprement parler. Et ça, je vous dirais qu'il y a à peu près 400 structures en France. Donc, ouais, la France, c'est vraiment un pays où c'est très développé. D'accord. Et comment ça s'explique, ça, alors? Eh bien, c'est toute la question de ma thèse. Donc alors, faites-nous la thèse en 3 minutes, là. C'est le gros challenge. Oui, non, mais c'est vraiment ça. Comment est-ce qu'on est passé à quelque chose qui, il y a 10 ans, était quand même assez marginal et pas forcément très développé, à 400 espaces, des politiques publiques au niveau national, des collectivités locales qui sont très intéressées et qui soutiennent, des grandes entreprises qui ont toutes leurs labs finalement internes avec les méthodes maker et cet esprit d'innovation ouverte qui est rentré à l'intérieur de ces entreprises. Et surtout, tous ces makers indépendants avec leur impression 3D chez eux qui se mobilisent là pendant cette crise du Covid. C'est vraiment, merci pour la transition. C'est la question effectivement que j'avais envie de vous poser, Quentin. Est-ce que vous êtes venu à l'impression 3D
par un Fab Lab, par un makerspace, ou est-ce que ça a été une passion qui vous a que vous avez décroché ailleurs est-ce que vous faites partie d'une communauté, d'une autre communauté que celle des makers? On reviendra après sur celle des makers. Alors, absolument pas. C'est-à-dire que effectivement, moi, c'est vraiment par moi-même que je suis arrivé à l'impression 3D, par mes hobbies, en fait, simplement parce que voilà, j'ai l'habitude de jouer à beaucoup de jeux de société, de jeux de figurines. Donc, ça sert beaucoup dans ce contexte-là. On va pouvoir créer plein de choses, plus de la décoration, en fait. Et c'est via, en fait, les sites qui permettent de trouver des plans 3D à télécharger gratuitement pour pouvoir produire chez soi, que je me suis intéressé, on va dire, à la création de visières en tant que telle. J'ai simplement en fait vu des mobilisations au niveau de Facebook, des groupes de makers qui se structuraient, qui se regroupaient sur Facebook. Et moi, voyant qu'il n'y avait rien qui était fait dans le Bas-Rhin, j'ai simplement un soir pris la décision de créer ce groupe, d'en parler à 2-3 amis, et de fil en aiguille, en communiquant, en partageant. Alors, On est je vais arrivé à ça. juste rappeler pour les gens qui nous suivent, qui auraient peut-être raté les épisodes précédents. Donc, effectivement, pendant la crise sanitaire, il y a eu un problème de distribution, notamment de matériel de protection. Et le mouvement des makers a produit des plans. Donc ça, vous reviendrez là-dessus. Et vous avez structuré plusieurs petites, plusieurs makers, donc plus d'une centaine quand même de makers en Alsace, au sein d'un groupe Facebook. Et vous avez rempli des demandes de production. Enfin, vous avez répondu à des demandes de production parfois même importantes, quoi. Hein. Ouais, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment. Alors, j'ai vu qu'il y a beaucoup de mobilisation, hein, tout simplement. Moi, à la base, je voulais faire ça à titre personnel avec quelques amis, et voyant en fait les gens qui se rendaient solidaires à cette cause, j'ai très vite en fait organisé les choses pour qu'on arrive à une sorte comme une usine avec des moyens de production décentralisés. Donc, effectivement, mettre à contribution les imprimantes 3D qui sont chez les particuliers à la maison, dans leur garage, et les mettre à contribution pour produire ces visières et permettre la distribution au plus grand nombre. Et D'accord. quand je dis grand nombre, effectivement, on est arrivé quand même à une cadence journalière de 700 visières par jour. Ouais. Donc la production en soi, c'est pas si compliqué que ça, surtout qu'on s'adresse à un public qui est initié. Par contre, c'est tout l'aspect structuration de la logistique autour qui était, on va dire, le grand défi à relever, quoi. Ouais. Bah oui, parce que c'est une logistique qui partait de zéro, alors, puisque Ouais, ça part de chez vous. Enfin, je veux c'est dire, ça. on voit les machines derrière vous. Ces fameuses visières, elles partaient de là, en fait. Elles partaient de votre appartement. Donc, Ouais, effectivement, il y avait zéro logistique. Vous n'avez Au pas, dé- ouais, j'imagine, les premiers d'entrepôt dans jours, votre cave, quoi. non, les premiers jours, c'était vraiment une personne qui rejoignait le groupe Facebook avec un besoin en visière, qui faisait une publication, et les quelques makers qui avaient débuté étaient là pour répondre, oui, je suis pas loin, oui, je vais m'occuper de votre demande, on se rencontre, et je vous donne ça. Et en fait, très vite, on a croulé sous les demandes. Vraiment, il y a eu une énorme demande, et j'ai sollicité en fait des personnes pour avoir un local afin de centraliser les envois, créer des navettes bénévoles qui vont faire les allers-retours entre les domiciles des makers jusqu'à un point central. Et c'est devenu en fait le point où on vient chercher les visières, et au-delà de ça, où il y a des lots de visières qui vont repartir vers les coins les plus reculés de l'Alsace pour vraiment couvrir un maximum le Bas-Rhin, quoi. D'accord, ok. Mais, Flavie, oui. est-ce que il y a eu des mobilisations similaires dans d'autres régions de France, Ah comme oui, ça, oui, ex nihilo? absolument. Absolument. Vraiment, il y a eu. Alors, du coup, il y a bien sûr eu des recensements de tous ces groupes Facebook qui se sont créés partout en France pendant la crise. Il y a à peu près 130 groupes Facebook. C'est énorme. 130. Ah ouais, donc plus d'un département, quoi. Absolument. Donc, ça fait vraiment beaucoup de gens. Donc, je ne les ai pas tous parcourus, je ne peux pas vous dire à 100%, mais en moyenne, grosso modo, de ce que je voyais, on est entre
150 et 500 participants, grosso modo, en moyenne par groupe Facebook. Donc, c'est vraiment une mobilisation très importante. Et ce qui est vraiment passionnant, en fait, dans ce qui vient d'être raconté, là, dans ce récit, c'est que ils sont parvenus à recréer un marché en une semaine, c'est-à-dire apparier l'offre et la demande, créer une chaîne logistique. Donc là, on voyait qu'il y avait vraiment une potentialité du numérique, c'est-à-dire, oui, l'impression 3D, on va pouvoir relocaliser la production, etc. Mais le gros problème, c'était surtout comment est-ce qu'on apparie l'offre et la demande à une si petite échelle et comment est-ce qu'on crée des chaînes logistiques qui finalement ne vont pas être rentables. Mais ici, la question de la rentabilité, elle ne se posait pas puisqu'on était dans un cas d'urgence et que tout était fait sur le bénévolat. Souvent, les sévisières, elles ont été données. Je ne sais pas ce que vous avez fait, sur votre territoire, mais dans la majorité des cas, c'était soit prix coûtant pour pouvoir au moins pouvoir racheter le matériel, les matières premières, soit c'était donné. Donc, Ouais. Parce que, alors, effectivement, alors, il y a un retour bizarre là, mais effectivement, il y a un petit, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, qui est que non seulement tout ça a été très rapidement mis en place et avec une efficacité surprenante, mais en plus, c'était un peu en dehors du système monétaire, économique traditionnel, hein, puisque au moins pour le groupe de Alsaciens, vous demandiez 0 euro, quoi, juste un don auprès d'un fournisseur de matières premières qui était facultatif, en fait. Et, pourquoi ce positionnement, en fait? Déjà, moi, c'est, on va dire, par conviction personnelle. C'est-à-dire que on est là par solidarité. Et pour moi, ça exclut la demande de retour en argent. Et c'est comme ça que je me suis organisé. C'est-à-dire que j'ai voulu vraiment qu'il n'y ait aucun argent direct qui arrive aux makers. Donc, nous, on a commencé sur nos propres deniers. On a tous, en tant que makers, un petit stock à la maison, on va dire, de matières premières. En plus de ça, on a dû acheter donc des transparents au format A4 pour compléter le dispositif, puisque nous, on imprime un serre-tête qui va être complété avec un transparent. Donc, c'est une reliure plastique qu'on met devant le visage. Donc, moi, j'ai vraiment eu le besoin, on va dire, de pas passer par de l'argent direct. Et en plus de ça, ça a permis de faire travailler des entreprises locales. Donc, j'ai contacté un partenaire, on a mis en place un système d'articles dons et sans demander en fait de conditions, si les gens le voulaient bien, avant ou après avoir reçu des visières, ils pouvaient nous envoyer un don, donc via ce partenaire qui s'organisait après pour faire la redistribution en matières premières. Donc encore une fois, oui. Est-ce que vous vous êtes fait exploiter alors? Il y a forcément eu de l'exploitation. On a vu toutes sortes de dérives, jusqu'à des personnes qui sont venues chercher des visières chez nous et qu'on revoyait après dans le commerce, vendues dans des enseignes. Oui, c'est arrivé. Mais après, nous, on n'est pas là non plus pour faire la police. Il faut savoir que de base, les plans, donc tout ce que l'Esprit Maker, c'est vraiment le partage pour l'optimisation. Il y a une cinquantaine de visières différentes. Les plans déjà sont protégés par une licence qui interdit l'utilisation commerciale. Donc forcément, si des personnes font ces pratiques, elles se mettent dans l'illégalité. Mais nous, on avait un quotidien tellement fort qu'on était obligé de passer outre ces pratiques-là et répondre à la demande. Ouais. Mais effectivement, donc c'est vrai que quand les visières arrivent, il y a une petite notice, un disclaimer en fait que vous donniez avec, qui disait bon bah c'est juste des visières quoi, en gros, c'est pas un équipement de sécurité. Oui. Mais effectivement, il n'y avait pas le petit mot. Vous rentrez dans une communauté de partage. Avec tout ce que ça implique, quoi. Effectivement,
Ouais, le message en fait que moi je faisais passer via le groupe Facebook, c'est que si aujourd'hui vous pouvez avoir des visières, c'est parce que d'autres ont donné avant et en commençant par les makers sur leurs propres données en fait. Donc après, on a profité aussi de cette période de crise qui a quand même soulevé un élan de solidarité à plusieurs niveaux et ça Ouais. nous a permis de constituer un flux. Donc on était toujours à flux tendu au niveau de la matière, hein, mais d'avoir un flux de matières premières qui permettait de couvrir tout juste la demande. Hein. On distribue des fois 700 visières par jour, donc c'était vraiment une grosse cadence, et pour ça, il fallait beaucoup Parce que, donc, si on met le temps de création mis à part, Oui. on reviendra à ça tout à l'heure sur le temps de création, mais une visière ou alors 1000 visières, ça coûte combien en matière en fait? Alors, il faut voir à peu près, on fait en gros tout dépend des paramètres, on peut avoir des ratés aussi, mais on va dire entre 50 et 60 visières par bobine. Une bobine donc de fil plastique, ça représente un peu moins de 25 €. Donc, D'accord. Donc il c'est faut faire pas le non calcul, mais plus, c'est pas non plus anodin, quoi. Hein. C'est-à-dire que si on fait 50 visières, 25 €, ça veut dire qu'une visière coûte au minimum 50 centimes auquel il faut ajouter le en prix du matière, juste en plastique, hein. matière. Auquel il faut ajouter le prix de l'achat plastique. Donc, Ouais, au début de la crise, on était à 10 € le paquet et on a ouais, très vite vu les prix s'enflammer jusqu'à aller au double, au triple. Donc, ouais. on a dû faire avec. Mais oui, après, ça reste un coût de production, on va dire, entre 70 et 1,50 €, quoi. Ah 70 ouais, centimes, d'accord, ok. 1,50 €. Ouais, d'accord. Ce qu'il Et vous faut êtes voir rentré dans aussi, vos frais pardon. quand même? Pardon, Flavie. Non, Juste, terminé. je vous passe la parole après. À rentrer dans nos frais? Alors absolument pas. Pour ma part, non, pas du tout. Ouais, J'ai investi beaucoup là-dedans, pas que de la matière première, pour plein d'autres choses. Mais c'est ce système en fait de redistribution de dons qui a permis aussi une pérennité. C'est-à-dire que là, en 9 semaines, on est arrivé à 15 000 visières distribuées. C'est aussi parce qu'on avait des dons qui permettaient aux makers de continuer à produire. Et c'était Mmh. vraiment important d'en arriver là. Mais il y a des frais d'essence, c'est des gens bénévoles Ouais, qui sont ouais. déplacés, il y a eu des accidents, tout ça en fait c'est des frais annexes qui rentrent pas dans la balance, et c'est impossible de rentrer dans nos frais à ce niveau-là. C'est du don, c'est de la solidarité pure, quoi. Alors juste, il y a eu des accidents? Oui, Rien de grave? non, rien de grave, Ah heureusement bon. rien de grave, mais voilà, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses aussi. Il y a des dangers, donc très vite, Ouais, on a ouais. mis une logistique en place avec la gendarmerie qui a pris le relais, en fait, qui est venue d'elle-même, par le biais d'un gendarme, qui a découvert le mouvement, qui a dit: «Bah, nous, on va prendre en charge cet aspect, navette, logistique», et ça nous a exemptés de toutes ces problématiques, de petits accidents, voire des gros Ah accidents, ouais. ça aurait pu arriver, et de frais d'essence. Mais bon, il y avait toujours en parallèle, comme dans certains coins, on peut pas toujours se Oui, déplacer oui. via la gendarmerie, il y avait toujours des frais qui arrivaient par là, Donc quoi. c'est la gendarmerie de où? De Strasbourg? La gendarmerie du Bas-Rhin, c'est vraiment organisé sur c'est toutes les compagnies qui sont organisées pour nous, D'accord, quoi. super. Flavie? Oui, ce que je voulais ajouter sur cette question de la vente des visières, dans beaucoup de cas, elle était impossible puisque, beaucoup des demandeurs de ces visières étaient, des hôpitaux, des EHPAD, donc des structures publiques qui n'ont Public? pas la main, sur leur budget. En tout Mmh. cas, pas à si court terme. Mmh. Donc c'est donc des structures qui ont de l'argent, qui sont en mesure de payer, donc là, effectivement, les makers indépendants, mais aussi les Fab Labs ou les makerspace, c'est-à-dire des structures organisées en association ou en petites entreprises, qui donc effectivement ont peut-être un peu plus de stock de matières premières, mais ont aussi des dépenses beaucoup plus importantes, qui se sont dont les recettes se sont arrêtées net pendant le Covid, puisque ces lieux étaient fermés. Donc effectivement, il y avait aussi cette question de il y a un besoin, mais le système organisationnel et administratif fait que même les institutions qui ont de l'argent pour payer ces visières n'étaient pas en mesure de le faire. Donc Ouais. là, on voit vraiment à quel point le fait que tout se soit passé en très très peu de temps, l'agilité en fait de ce système qui a permis de concevoir les plans, de distribuer et de trouver un moyen d'échange. Bon, effectivement, le don, mais on sait très bien en sociologie et en anthropologie que le don il est toujours suivi d'un contre-don. Donc, à savoir par quoi ça va se concrétiser plus tard. Ouais. Et donc, effectivement, cet aspect que c'était sorti
du système économique traditionnel a participé à sa diffusion, en fait, à son succès, en fait. Oui, clairement. Parce qu'en fait, on était dans un moment de crise où le marché tel qu'on le connaît ou tel qu'il est organisé traditionnellement dans le capitalisme ne pouvait pas fonctionner. Ne pouvait pas fonctionner parce que trop de systèmes de confiance, ou de les chaînes de logistique qui étaient rompues, ou ces questions d'approvisionnement qui permettaient pas aux masques d'arriver, etc. Oui, On a vraiment eu une petite économie alternative qui s'est créée et qui a fonctionné pendant ces semaines-là. Ouais, d'accord. Et du coup, là, Quentin, vous en êtes où dans la structuration du mouvement des makers alsaciens? Est-ce que vous avez une association? Est-ce que ça reste un collectif? Est-ce que vous avez commencé à réfléchir à un compte en banque? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez envie de transformer un peu l'essai pour le pérenniser? Ou est-ce que finalement un groupe Facebook, ça vous suffit? Alors, je pense qu'il y a tout intérêt à pérenniser la chose et le transformer effectivement, au moins en association. C'est-à-dire que, on a aussi la volonté, nous, de faire, découvrir l'aspect maker, les makers par l'objet. On est conscient, en fait, que tout le monde ne peut pas se passionner pour l'impression 3D, ne peut pas s'équiper et les makers vont permettre par exemple de réparer des objets, donc ce qui va éviter une sorte de surconsommation. Dès qu'on a une obsolescence ou un objet un peu cassé, on aura tendance à le jeter et le racheter. Et les makers, en fait, ils vont permettre en fait aux gens de penser un petit peu différemment, penser réparation. Et nous, on est là pour ça. C'est-à-dire que C'est-à-dire que vous pouvez vous pouvez refaire une pièce qui n'est plus produite, en fait. Exactement. C'est-à-dire que si on va avec un frigo qui a une attache cassée, le réparateur va vous dire, mais ça, ma bonne dame, on nous le fait plus. Par contre, on a ce magnifique frigo tout neuf. Vous pouvez faire la pièce qui va bien. C'est exactement ça. Et on a une loi qui est passée l'année dernière, en octobre l'année dernière, si je dis pas de bêtises, qui oblige maintenant les industriels à mettre en ligne gratuitement les plans 3D des objets ou des meubles qu'ils ne fabriquent plus. Donc on peut trouver tout ça facilement en fait. Et au-delà de la réparation, nous on peut accompagner sur des projets très particuliers, faire du sur-mesure, du design sur mesure. Vraiment, donc on va engager du prototypage et c'est un petit peu plus simple pour un particulier à ce moment-là de passer par un maker plutôt que s'adresser tout de suite à un industriel avec d'autres contraintes. Ouais, bien sûr. On a cette agilité-là, quoi. Mais alors, idéalement, c'est quoi le plan? L'idée, c'est qu'effectivement, il y ait un site web ou alors un groupe Facebook ou alors une plateforme, quoi, n'importe laquelle, où quelqu'un arrive et dit, bon, ben voilà, j'ai cette pièce, il la prend en photo, elle n'existe plus, est-ce que quelqu'un peut m'aider, quoi? C'est ça, c'est un peu le... Ouais, ce serait ça le but. Alors je pense que le plus efficace, ce serait une association qui permet aux gens, en fait, comme les plans sont déjà disponibles sur Internet pour la plupart des objets qui sont plus produits par les industriels, de venir avec ces plans, nous contacter pour les faire produire. Et nous, on engagerait donc à moindre coût des productions pour ces personnes-là qu'elles puissent réparer ou créer de nouvelles choses, optimiser même des objets de leur quotidien, quoi. Mais quand vous dites à moindre coût, c'est-à-dire que là, pour le coup, il y aurait quand même un coût. Oui, parce qu'on reste en fait sur de la consommation de plastique. C'est-à-dire que avoir une association, ça permet d'avoir des financements publics. Si on en décroche comme ça et qu'on arrive à montrer l'intérêt, à faire comprendre l'intérêt aux puissances publiques de l'impression 3D, à ce moment-là, on pourra continuer sur un système gratuit. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Moi, j'essaie de mobiliser un petit peu les contacts que j'ai eus pour faire comprendre l'intérêt au-delà de la production de l'impression 3D, mais l'apprentissage en fait de cette technologie, faire découvrir cette technologie, on n'en est pas encore là. Donc effectivement, j'espère que dans un avenir plus ou moins proche, on arrivera à faire comprendre aux puissances publiques l'intérêt de tout ça et de pouvoir là, à mon avis, c'est quand même le moment. Hein. Oui, mais effectivement, j'aimerais bien rebondir sur ce que vient de dire Quentin sur cette question de l'apprentissage. Ce qu'il faut voir, c'est que dans cette philosophie du mouvement maker, on a quand même cette idée de DIY, do it yourself, faites-le vous-même.
Donc l'idée, c'est aussi d'apprendre à faire et d'apprendre à réparer et se rendre compte que la technique, c'est pas qu'une boîte noire. Ok, j'achète ma souris chez Microsoft, c'est juste un petit morceau de plastique et quand c'est cassé, je suis complètement désemparée parce qu'effectivement, c'est plein d'obsolescence programmée et tout est fait pour que je puisse pas l'ouvrir. Mais si je vais à la rencontre d'autres personnes qui sont dans mon cas ou des personnes qui, parce qu'ils sont passionnés, ont effectivement des compétences techniques pour m'aider à réparer ma souris, c'est plus qu'un nouveau mode de consommation et de production. C'est un nouveau mode d'être ensemble, en fait. Je vais vraiment dans une association, comme l'a dit Quentin, pour essayer d'avoir une activité autour de nouvelles manières de consommer. Donc ouais, effectivement, je pense qu'il y a aussi cette question de faire par soi-même. Si les makers se mettent à faire des petites entreprises qui vont permettre de faire de la réparation 3D à minima, bon, je pense que ça a moins d'intérêt que les associations qui essayent au contraire d'amener le public et de leur dire, voilà, dans votre quotidien, vous pouvez concrètement agir sur ce que vous consommez, le temps que ça va vous durer. Donc ouais, l'intérêt des Fab Labs et même ceux qui sont pas estampillés Fab Labs, disons des makerspace au sens large, c'est vraiment d'avoir cette partie apprentissage et démocratisation de la technique en fait. Alors, ça je vous entends. C'est vrai que si je me place, moi, en tant que, on va dire, pas un consommateur, mais disons que si j'ai un problème, etc., l'impression 3D, ça a quand même l'air un peu compliqué. Et c'est vrai que les Fab Labs ont un peu tendance à dire, mais si, vous pouvez le faire, vous pouvez créer votre petite figurine tout seul, etc. Oui, bon, peut-être. Mais c'est vrai que une initiative qui consisterait à apporter un besoin plutôt qu'un un besoin de formation, en fait, ça me paraît déjà plus efficace quand même on va dire à court terme. Alors après, est-ce qu'on parle d'efficacité? Donc oui, c'est plus efficace de racheter en fait la souris. Si je continue dans mon exemple, oui. C'est-à-dire que si j'ai pas le temps et que j'ai les moyens, très bien, je peux faire ça. Si je veux aller en un peu moins cher, je peux essayer de trouver quelqu'un qui peut réparer ma souris et le payer. La question, c'est pas tellement cette question de l'efficacité, c'est plutôt parce que oui, ça va rester un loisir. C'est juste que, et moi je pense que c'est le rôle des Fab Labs de dire en fait non, réparer ma souris c'est pas plus compliqué que de jouer au tennis, vous voyez. Donc effectivement, à un moment, c'est du temps de loisir que vous allez utiliser. Enfin, je veux dire, j'entends loisir-travail. Voilà, c'est du temps sur votre temps libre que vous allez utiliser pour apprendre à réparer ces objets. Voilà, à chacun de voir. Et effectivement, on va avoir cette critique de les personnes qui n'ont pas l'argent pour pouvoir faire réparer leur objet, il faut qu'elles prennent en plus le temps sur leur temps de loisir qui est déjà réduit pour aller réparer elles-mêmes leurs objets de fortune dans des espaces qui seraient mutualisés, qui mettraient des machines. Oui, c'est un peu l'ubérisation des makers. C'est un peu le scénario catastrophe qu'on peut envisager. Enfin, ouais. Donc, c'est vers quoi effectivement, il ne vaut pas attendre, c'est un peu l'autre mauvais côté. Mais donc, on peut toujours, effectivement, comme vous venez de le faire, trouver des contre-exemples et des points faibles, en fait, de cette configuration-là, mais reste quand même que c'est pas, encore une fois, je répète, si on n'y passe du temps, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. C'est pas plus compliqué. Les logiciels là, que vous utilisez, Quentin, sont accessibles? Oui, alors il y a beaucoup de logiciels gratuits et en plus, effectivement, ils sont très ludiques, c'est-à-dire que il y a un a priori sur la technique. Aujourd'hui, on retrouve en plus beaucoup de tutoriels sur Internet. Donc, en regardant des vidéos, on peut apprendre. Donc vraiment, il faut aussi comprendre qu'il y a
tout un catalogue, plusieurs catalogues disponibles pour des plans gratuits sur Internet. C'est-à-dire que les makers, c'est pas un mouvement qui est jeune. Ça fait plusieurs années qu'on bosse en fait sur du design, sur des choses qui nous intéressent et des objets de la vie quotidienne. Donc il y a de très fortes chances que si vous avez un objet cassé, vous trouviez, pour l'exemple de la réparation, vous trouviez pile poil le modèle dont vous avez besoin. Donc il y a vraiment... C'est-à-dire qu'on le télécharge, c'est-à-dire on télécharge le fichier qui permet de donner les ordres à la machine. Hein. Voilà, c'est un fichier qu'on va juste télécharger, mettre sur une petite carte, une carte micro SD qu'on va insérer dans l'imprimante et lancer l'impression. Donc vraiment, il y a un gros a priori sur la technique, mais vraiment, aujourd'hui, on est dans un monde qui facilite tout, quoi. Mais ça, Quentin, c'est un petit peu comme utiliser un appareil photo numérique. Effectivement, ça, tout le monde sait le faire. Est-ce que concevoir un fichier pour une imprimante 3D, si vraiment on a un besoin spécifique, est-ce que c'est compliqué? Non, alors tout dépend de la complexité de l'objet. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu besoin de rehausser la table de mon salon parce que la chaise haute de ma fille passait pas, donc elle bloquait. Simplement, donc j'ai fait des pieds de table. Et c'est quoi un pied de table? C'est un carré dans un carré. Donc on retrouve en fait des logiciels qui sont vraiment très faciles où on va juste cliquer sur un carré, le ramener au centre de son écran, cliquer sur un autre carré pour l'insérer dedans et le creuser. Et là, on a notre objet, on a notre pied de table. Il suffit de l'enregistrer à ce moment-là et de l'imprimer. Donc, tout dépend de la complexité de l'objet. Et pour des objets du quotidien, faire des crochets, par exemple, pour mettre des ustensiles de cuisine, tout ça, c'est vraiment très simplifié. Tout est très simplifié. Et là, j'insiste sur l'importance des lieux, en fait, et des endroits où les personnes qui savent et les personnes qui sont en demande de savoir se rencontrent. Donc, d'où l'importance des Fab Labs, parce que effectivement, quand on a une formation scientifique ou technique, je connais pas votre profession, Quentin, mais bref, si on est déjà un petit peu familier de ces outils-là, soit dans notre travail, dans nos études, peu importe. Et puis, il faut aussi dire que c'est beaucoup plus les garçons qui sont formés qui sont prompts à utiliser ce genre d'outils. Au contraire des filles qui vont être plutôt vers la couture, etc. Les lieux, les ateliers de fabrication numérique et fabrication collaborative au sens large sont vraiment l'occasion, alors je ne dis pas que c'est le cas dans tous, et voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, mais sont l'occasion d'une rencontre entre différents espaces sociaux. Donc, on sait que ces lieux sont plus fréquentés par les classes supérieures, mais il y a des programmes d'inclusion pour, je sais pas moi, ramener des lycéens ou collégiens je sais pas, enfin, je dis n'importe quoi, hein, je cite pas de programme en particulier, mais voilà, des collégiens d'une ZEP pour venir au Fab Lab, peut-être que certains d'entre eux, ils reviendront plus tard le soir. Vous voyez l'importance des lieux. Effectivement, cette crise, elle a mis en avant les makers indépendants, mais je pense que dans le développement de ce mouvement et surtout dans sa diversification, au sens social du terme, les lieux sont très importants. Quentin, oui. Je voulais juste dire par rapport à la complexité aussi, on a vu depuis quelques années l'enseignement dans l'enseignement scolaire des cours d'algorithmie informatique. Donc ça, si on retourne quelques années en arrière, c'était aussi très compliqué. Personnellement, j'estime, et je pense ne pas me tromper, dire à un enfant qui est en capacité de comprendre l'algorithmie n'aura aucun mal à prendre en main les logiciels les plus simples. Après, comme dit, tout est une histoire de niveau de complexité, mais n'auront aucun mal à modéliser un objet avec ces logiciels-là. Donc, tout est relatif. C'est juste une question d'enseignement et de démocratisation de la technique, quoi. Ce que vous me dites aujourd'hui, c'est que finalement, la technologie, ou en fait la chaîne technologique qui permet la conception, de la conception jusqu'à la fabrication d'un objet par l'impression 3D, elle est complètement mûre et accessible pour peu qu'on veuille s'y intéresser. Exactement, et comme disait Flavie, si on a des besoins spécifiques, on trouve des endroits où on se fait accompagner sur ces sujets spécifiques. Donc on arrive à compléter tout ça, quoi. Alors j'ai vu Flavie hocher un petit peu de la tête.
Voilà, ça n'a pas l'air si simple que ça. effectivement. Donc oui, il y a on a dit tout à l'heure 400 structures. Enfin voilà, c'est tout à fait. Effectivement, la France est bien équipée, disons. De là à dire que cette chaîne logistique est complètement mûre et que on peut passer à la fabrication personnelle généralisée, etc. Bon, il ne faut pas tomber dans le solutionnisme technologique. Voilà, il faut toujours ramener les choses dans leur contexte. C'est un peu plus compliqué que ça. Et effectivement, il y a cette opportunité. Effectivement, la crise du Covid a fait naître, a mis, je ne sais pas comment expliquer, mais il y avait plein de potentialités dans le numérique. Voilà, le télétravail ou encore le e-commerce pour des tout petits commerçants de quartier qui jamais avaient eu un site web avant, ou alors la fabrication distribuée avec des particuliers qui ont des imprimantes 3D chez eux et qui se mettent à produire. Voilà, tout ça, c'était déjà là, c'était déjà potentiel. Et le Covid a fait que ça s'est réalisé. Et on était quand même dans une situation de crise. Enfin, c'était quand même une situation très, très, très particulière. Donc, de là à dire que quand on va revenir à la normale, entre guillemets, on va pouvoir poursuivre dans ce sens-là, il y a quand même tout un tas de problématiques à régler avant. Comme comme on a parlé tout à l'heure de comment est-ce qu'on rétribue ces personnes, comment est-ce qu'on paye les matières premières, ou même les questions de logistique sur le transport, etc. Voilà. Il faut aussi voir qu'on est dans un monde où il y a des professionnels, mais il y a aussi des amateurs. Donc, Quentin, vous avez un métier, une profession à côté. Vous ne travaillez pas dans l'impression 3D. Alors non, moi je suis de formation informaticien, donc moi j'étais cadre informatique dans une grande entreprise, mais l'impression 3D, ça faisait pas partie de mon métier, absolument pas. Après, forcément, j'ai des affinités avec l'informatique, ça a certainement facilité les choses, mais j'ai fait découvrir l'impression 3D à des gens qui étaient pas du tout du métier et qui s'en sortent très bien aujourd'hui. Donc on voit quand même qu'avec quelques petits conseils, des bonnes bases, on arrive à former les gens et à leur permettre d'accéder à cette technologie et de s'amuser avec sans problème, quoi. Quentin, quel va être dans votre effort de structuration de votre groupe là que vous entreprenez, quel est les principaux défis que vous avez identifiés là maintenant? Parce que là, donc ça fait 2 mois que vous faites ça. Si j'ai bien compris, vous avez envie que ça continue, hein, qu'il y ait une communauté maker qui soit capable de répondre à des besoins. Quel va être effectivement quels vont être les principaux défis? Alors j'imagine qu'il y a effectivement cette question de la rémunération, mais peut-être il y en a d'autres. Bah oui, la rémunération, effectivement. Après, c'est toute une question, en fait, pour moi, c'est de reconnaissance de l'intérêt de la chose. Je pense qu'il faut vraiment, le gros défi, c'est mettre en place de l'enseignement et démocratiser, en fait, parce que l'impression 3D, ça fait des années, en fait, que ça existe et qu'il y a des makers qui sont là, mais on n'en parle pas. Alors, il y a diverses raisons. Sûrement par rapport à la rémunération, voilà, parce que les makers, la plupart du temps, font ça par passion, impriment pour leurs amis, les amis des amis, donc il y a sûrement cet aspect-là qui bloque en fait la démocratisation du mouvement. Mais je pense que c'est juste une question d'image. Aujourd'hui, même quand j'en discute avec des proches, ils n'ont pas ce mode de pensée ou de se dire, bah, je vais passer par un makers pour retrouver un objet fonctionnel. Et c'est vraiment la médiatisation du mouvement qui va aider par la suite, en fait. C'est ça le plus gros défi. C'est-à-dire que là, c'est vrai que il y a un problème de la demande déjà à la base. Ouais, c'est ça. Et aussi, on voit, nous, ce qu'on fait, on pérennise en fait l'action aussi. Alors, il y a par d'autres designs. C'est-à-dire qu'on réfléchit dans la période du Covid, hein, puisqu'on y est encore. On réfléchit à aider les gens au quotidien. Donc pour ça, on a créé des attaches pour masques chirurgicaux parce qu'il y a des gens qui nous remontaient et moi je l'ai même vécu à force d'avoir un masque pendant une dizaine d'heures sur la tête. On a des frottements aux oreilles et nous on a créé une attache qui se place dans la nuque et au lieu d'attacher les élastiques aux oreilles, on va les mettre sur des encoches derrière la nuque, ce qui évite en fait les brûlures au niveau des oreilles. Donc ça, on crée de nouveaux objets. On a vu beaucoup de ce qu'on appelle les ouvre-portes
pouce-bouton. Donc là, nous, on a créé le nôtre. On a vu beaucoup de choses au niveau industriel, donc c'est très médiatisé à ce niveau-là. On en parle beaucoup, c'est un objet très utile, mais l'aspect maker, ça permet vraiment d'aller plus loin que l'objet fini, et il y a cette agilité de pouvoir tout le temps produire des prototypes jour après jour. Et on s'est dit, voilà, un ouvre-bouton, un pouce-porte, une fois qu'on l'a utilisé, on va le remettre en poche, on va infecter notre poche. Donc nous, on est sur un principe de cran d'arrêt où voilà, donc ça, c'est les attaches que vous montrez. Et voilà, sur l'ouvre-porte pouce-bouton, on a mis un principe de cran d'arrêt pour pouvoir justement pallier à ce problème de je contamine ma poche ou je touche l'objet qui a touché l'objet infecté. Et c'est dommage de voir qu'en fait, l'industrie, elle est dans cette inertie-là, parce qu'ils ont des lignes de production à monter, et forcément, c'est de l'investissement qui doit être rentabilisé. Une fois qu'ils ont validé un objet, ils peuvent aller plus loin, mais dans des délais beaucoup plus longs, puisqu'ils doivent rentabiliser la production de cet objet. Alors que nous, les makers, on prend le temps en fait de chaque jour penser plus loin, chaque jour améliorer, et on peut produire un prototype, 2 prototypes, 3 prototypes par jour, le partager et avoir des nouveaux esprits qui s'allient à ça pour optimiser encore l'objet. Alors, parce que si je reprends donc cette formidable petite attache, là, effectivement, c'est un outil extrêmement pratique qui est né d'un besoin, en fait, des soignants. Et j'imagine qu'avant d'arriver à cette forme, en fait, il a eu plusieurs itérations et plusieurs améliorations. Et c'est pas là, ce que vous montrez, c'est pas la dernière forme, effectivement. J'ai pas la dernière. non, la dernière. Alors, Maker 67. C'est déjà obsolète, mon truc. Alors, d'une part, on a cet objet, effectivement, c'est un des premiers. C'est issu d'un plan qui était disponible. Nous, on a décidé d'en redesigner un parce que on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs tailles d'élastique pour les masques, il y a plusieurs tours de tête. Donc, on en a fait un qui s'adapte. On a 4 tailles maintenant d'attache. Donc, on propose aux personnes de choisir avec les dimensions qui sont affichées quelle taille ils veulent en fonction de leur masque et de leur tour de tête. Et le dernier qu'on a mis en place, il a notre logo Maker 67 d'affiché, donc il est un petit peu plus joli. Non, mais alors là, il fallait bien plusieurs générations de design pour arriver jusque là. Ouais, mais il y a une question de souplesse de l'objet aussi, voilà, donc on a vraiment étudié la chose pour qu'elle s'adapte à plus de têtes possible, quoi. Ok. Mais c'est super intéressant parce qu'en fait, vous parlez de modèles d'innovation, c'est-à-dire que vous parlez de différentes tailles de tête, de souplesse, etc. Donc là, on est clairement sur une innovation par les usages. On va beaucoup écouter les utilisateurs, avoir des retours immédiatement sur « Ah, bah ça, c'était bien, mais bon, ça me fait un petit peu mal là, ou tel truc, tel machin. Et on va pouvoir avoir une itération très rapide et globale parce que les plans sont ouverts. Donc, on en a déjà parlé, mais c'est quand même la condition sine qua non de ce système d'innovation. Ouais, mais c'est vrai qu'on arrive peut-être à voir un petit peu de cette capacité d'ingénierie qui existe dans le software, qui existe dans les logiciels, où effectivement on reprend des bouts de code pour en faire pour autre optimiser. chose. Ouais. Il y a un côté remix, mais appliqué à l'objet, quoi. Oui, et c'est toute la philosophie, entre guillemets, qu'il y a derrière les Fab Labs. L'idée, c'est d'avoir des petits ateliers de production en réseau partout sur la planète pour recréer une sorte d'Internet, mais avec la production. C'est-à-dire que Internet permet d'avoir les plans, d'échanger rapidement la communication, etc. Et ces réseaux de lieux avec un inventaire minimum de machines permet en fait de concevoir un objet, je sais pas où, à Shenzhen, et de l'imprimer en France. Donc c'est un petit peu, oui, toute la philosophie qui est à la base de l'idée de réseau de Fab Lab depuis sa création au MIT dans les années 2000. Alors, on a une question en ligne. Ça rejoint un petit peu ce que je vous demandais sur les défis, Quentin, les défis auxquels vous allez vous confronter. C'est quelqu'un qui est pas totalement novice en matière de Fab Lab, puisque c'est Jérémy Bello qui demande si Maker67 cherche un local et souhaite créer un nouveau Fab Lab à Strasbourg.
Alors, c'est effectivement une chose qu'on aimerait faire. Donc nous, on envisage sous le forme d'association ou Fab Lab. Tout dépend en fait ce qu'on nous propose. Mais oui, tout l'intérêt aussi pourquoi je suis là pour en parler, c'est voilà, on voit encore ce réseau, cette connexion se faire. Et oui, Maker 67 cherche à s'installer, à avoir des subventions pour mettre à disposition des machines tout simplement, et permettre en fait encore une fois de démocratiser ce mouvement et cette manière de penser. Donc oui, absolument, oui. Ok, super. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose parce que je vous ai vu applaudir. Non, voilà, je Et manifestais. dans la bonne. Ok. Quand vous évoquiez l'industrie, en fait, c'est vrai que dans l'idée, c'est est-ce que les Fab Labs, est-ce que les makers, est-ce que l'impression 3D peut remplacer l'industrie? Alors bon, clairement, non, mais en fait, est-ce que son rôle, ça ne peut être finalement que dans les besoins, on va dire, très spécifiques, les fins de série, ou est-ce qu'il y a d'autres chaînons où l'impression 3D peut s'installer? C'est qui veut répondre à ça? Comme vous voulez. L'un Ouais, après Flavie. l'autre. Alors Flavie, allez-y. Alors, peut-être pas spécifiquement sur l'impression 3D, mais sur disons, cette manière d'organiser la production. Non, on n'est pas que sur de la réparation à la marge, etc. Il y a certains groupes qui cherchent à proposer une nouvelle manière de produire ou en récupérant des matériaux locaux pour fabriquer d'autres solutions sans déplacer ce matériel. Je pense à Fab City Grand Paris, donc, qui est une association qui a été créée par 3 makerspaces parisiens, qui aujourd'hui en rassemble beaucoup plus, je pense une petite vingtaine, et qui porte des projets de revalorisation de certains déchets, par exemple les déchets issus de l'événementiel, vous savez, les grands salons parisiens, où vous avez des kilomètres et des kilomètres de moquettes, énormément de bois, qui, tout ça, en fait, n'est utilisé qu'une seule fois, puis est jeté, hop, on met de la terre dessus, et c'est fini, on n'en parle plus. Là, l'objectif, c'est de réinventer ces chaînes logistiques au niveau local pour pouvoir mettre à disposition ces matériaux qui sont quasiment pas servis pour d'autres projets, alors que ce soit des Fab Labs, mais ça peut aussi être des petites entreprises ou même parfois des industriels. Ouais, d'accord. Quentin? Ouais, sur cet aspect, on va dire, recyclage, je trouve que c'est un bon exemple parce que nous, en tant que makers, on a certaines matières premières qui sont sélectionnées. C'est-à-dire qu'on n'a pas le panel de PET ou de PLA ou d'ABS qui sont à chaque fois des plastiques. Ouais, mais alors là, il faut expliquer ce que c'est. Hein. Ouais. C'est en fait simplement c'est des plastiques différents, des formules en fait différentes de plastiques, hein, qui ont chacun de la résistance différente, résistance aux forces, qui sont utilisées pour différents projets, différents besoins. Donc nous on est un petit peu plus raccord, on va dire, sur les matières qu'on utilise, et il faut savoir que tout ce qu'on produit peut être reconditionné. Et moi-même, en fait, j'ai vu cet aspect-là qui était important parce qu'on avait des chutes, forcément, on avait des ratés. Ça arrive que sur une imprimante 3D, et c'est pour ça qu'on peut pas forcément remplacer l'industrie parce que on peut pas standardiser une production. Mais oui, voilà. Parce que même si c'est précis, c'est pas industrie précis, quoi. Hein, c'est... Ouais, si on prend l'exemple du moulage à injection, donc ce qui est fait la plupart du temps pour créer des objets en plastique, c'est qu'on va créer un moule de cet objet, hein, et injecter de la résine dedans. Donc forcément, on aura une vraie standardisation de l'objet. Nous, on a tous des machines différentes, on a tous des paramètres différents, donc on a voilà on a des ratés. Et j'ai très vite vu qu'effectivement, il y avait beaucoup de chutes. Et j'ai pris l'initiative en fait de rassembler aussi ces chutes à un endroit et de faire un partenariat avec une start-up qui est en train d'être créée par des étudiants en chimie, qui ont une formule intéressante, qui vont pouvoir vraiment revaloriser, strasbourgeois, qui cool. vont vraiment pouvoir revaloriser en fait parce qu'on fait le tri et parce qu'on utilise des formules, enfin des plastiques qui sont sur des formules quasi identiques, revaloriser
d'une meilleure manière qu'on le fait aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que le plastique en moyenne, il est recyclé sur 15% de la masse. Donc c'est 15% de recyclé et le reste, c'est de la matière vierge. Nous, ça nous permet de monter à un pourcentage beaucoup plus haut et donc de revaloriser beaucoup mieux la matière. Quoi. Ouais. Ok, donc vous êtes... Et comment elle s'appelle cette start-up alors? Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de donner le nom parce qu'elle est en cours de création. Vous êtes sous un non-disclosure agreement. On m'a rien fait signer, mais je veux pas les mettre non plus en bisbille par rapport à ça, donc je me permets de pas donner le nom. Mais par contre, vous leur direz bien de nous contacter quand leur je les vois demain, donc je leur dirai. Oui, bien sûr, pas de problème. Ok, bon. Alors, est-ce qu'on a... on dit, j'ai posé plein de questions, mais sur la page du Shadok. Ah, alors, si les gens posent des questions sur différentes pages, ça va être un petit peu compliqué. Flavie, j'avais envie de vous demander, est-ce qu'il y a des mouvements de makers qui sont mieux structurés que d'autres, ou alors, en fait, quel est le mouvement le mieux structuré en France, en fait Est-ce qu'il y a une communauté qui sert un petit peu de phare Ouais, c'est difficile de répondre à cette question parce que vous avez des individus, ces individus sont dans des labs et les individus sont parfois dans plusieurs associations, pas forcément dans la même association que leur lab. Donc, vous voyez, c'est un petit peu comme un énorme réseau où finalement, il y a beaucoup de choses qui s'entrecoupent. Donc, on peut parler des plus grosses associations, on peut parler... mais de là à dire qu'il y a une communauté qui est plus structurée que l'autre, il faudrait déjà pouvoir distinguer ces communautés. Parce que, on parle du réseau français des Fab Labs et des makers indépendants. Vous prenez quelqu'un comme Dimitri Ferrière, le youtubeur Monsieur Bidouille, ça fait très longtemps qu'il est au réseau français des Fab Labs, d'ailleurs je crois qu'il a participé à sa création, mais c'est aussi un maker indépendant finalement, et c'est quelqu'un qui a créé donc une discussion sur Discord au début de la crise pour faire en sorte que justement les makers indépendants puissent se rencontrer et partager des plans et puis puissent s'organiser. Donc, vous voyez, rien qu'avec cet exemple de cette personne-là, vous voyez qu'il est difficile de parler de différentes communautés qui seraient structurées différemment, etc. Et c'est un peu toujours le problème de cet objet, il est super mouvant, c'est des gens qui sont ici, puis là. Donc je ne ferai pas de réponse générale et globalisante. Dans les commentaires, là, on a quelqu'un qui nous dit les makers sont faits beaucoup plus pendant la crise que les Fab Labs parce que les Fab Labs étaient très souvent verrouillés. Alors, des échos que j'ai eus, c'est pas toujours vrai, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui, soit étant utilisateurs de Fab Lab, utilisateurs plus, et ou Fab Manager, sont allés de nuit récupérer les imprimantes 3D, les ramener chez eux pour aller produire. Donc, c'est vrai qu'il y a eu tout un moment où ces lieux-là étaient fermés, donc inaccessibles, mais dans la grande majorité des cas, les outils ont pu être récupérés et... Après, il faudrait, je veux pas être catégorique non plus, et puis il faudrait discuter avec certains exemples. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les Fab Labs, et notamment les Fab Managers ou les présidentes d'associations ont eu un rôle de mise en réseau. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, parfois ne sont pas professionnelles, mais qui investissent quand même beaucoup de temps dans ces lieux et donc qui vont aller à la rencontre. Donc, pour les événements, on a cité les Maker Faire au niveau local, mais vous avez par exemple le Fab Festival qui, depuis plusieurs années, tous les ans, rassemble une communauté de makers. October Make, qui est le rassemblement du réseau français des Fab Labs, où pareil, beaucoup de ces gens se rencontrent physiquement. Ils ne se voient pas une fois par an, mais ça suffit pour créer des liens de confiance et pouvoir construire de grosses communautés. Je dis pas, je suis pas, en fait, je donne un point de vue différent de ce qui a été dit dans la question. Mais ça veut pas dire que effectivement des personnes qui ne se connaissaient pas du tout et qui sortaient de nulle part entre guillemets n'ont pas réussi à s'organiser.
Voilà. Il y a eu effectivement des groupes Facebook nationaux qui ont fait exactement le même travail. Je pense simplement que on n'est pas sur le même, les mêmes manières de travailler et les mêmes comment dirais-je, les mêmes impacts in fine. C'est-à-dire que à un moment, il a fallu discuter avec l'AFNOR. Il a fallu mettre des normes sur ces visières. Est-ce que c'était légal de faire ça? Est-ce que, vous voyez, il y a aussi tout un tas d'enjeux que des grosses structures ont permis. Alors même si, effectivement, c'est pas forcément dans comment dirais-je, dans la philosophie maker, DIY, indépendant ou hacker même, parce qu'on n'a pas parlé de ce mot-là, mais en fait, tout ça, ça vient quand même aussi de cette philosophie-là, d'être indépendant sans entité qui chapeaute. Mais je pense qu'à un moment, on est quand même face à des institutions où, pour discuter avec elles, il faut avoir des représentants, même si c'est très anciennement connu. Quentin, vous validez? Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, par rapport aux Fab Labs, leur production, effectivement, nous, on n'a pas été très en relation avec les Fab Labs locaux, simplement parce que je pense qu'on était tous dans un quotidien très dense, mais on va dire que... Confiné. Ouais, et confiné. Et l'essentiel, on va dire, c'est de s'être mobilisé et d'avoir mobilisé les moyens de production. Voilà, il y a pas de guerre de chiffres, on va dire, à ce niveau-là. Donc, je pense que tant que la mobilisation était là et qu'elle fonctionnait, il y avait peut-être pas ce besoin de se rapprocher des uns des autres pour mieux faire ou pour faire différemment. Simplement, peut-être que nous, via Facebook, on a pu toucher les particuliers eux-mêmes directement. Et ça a été un complément, en fait, l'un et l'autre se sont complétés pour permettre à tout le monde de produire. Après, nous, en tant que particulier, on a peut-être plus de facilité aussi à avoir des retours, parce que nous, on s'est organisé de manière à centraliser les choses. Sur ce local où on centralisait les choses, on a aussi mis en place un protocole de décontamination des pièces, parce on considérait que tout le monde pouvait être infecté par le Covid, donc il y avait un risque à distribuer ces pièces-là sans les déconditionner. Donc on a approché les hôpitaux universitaires par une personne du groupe qui travaillait dans les hôpitaux universitaires. Et ça nous a permis peut-être d'ouvrir plus facilement des portes comme ça, de valider un protocole de désinfection avec eux, un protocole de conditionnement, mettre en place des tests aussi. Je pense par exemple à nos visières, elles ont une certaine taille, elles s'adaptent à, on va dire, des morphologies au-delà de 8 ans. En dessous de 8 ans, ça devient difficile que ça reste sur la tête, ça bouge, ça c'est des contraintes. Donc on a créé un modèle de visière qu'on va clipser sur des casquettes en tissu, donc sur l'avant de la casquette en elle-même pour les petits, et comme ça on contraint pas non plus le crâne avec une partie imprimée en 3D qui va mettre une pression. Donc nous, ça nous a peut-être permis, voilà, d'avoir beaucoup plus d'interactions directement avec les hôpitaux et avoir des retours plus rapides, plus efficaces et plus diverses en fait. Donc vraiment, c'est en complément, les deux sont en complément, et les manières de faire sont un petit peu différentes, mais la finalité reste la même, c'est qu'on fait de la solidarité, du don, quoi. Voilà. Ok. Bon, super. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la question. Il n'y a plus de questions qui sont posées là sur le chat. J'ai l'impression que pas mal parmi les gens qui ont participé, c'était quand même beaucoup de makers et de gens qui étaient déjà bien au courant, mais bon. Donc, après, il y a le replay, il y a beaucoup de gens qui Ouais. On m'a demandé de communiquer, j'ai communiqué, donc je pense qu'il je vois beaucoup de gens en fait qui m'ont suivi. Il y a juste une question qui a été soulevée par rapport à l'AFNOR. Effectivement, donc on avait des représentants, nous, qui étaient dans les discussions avec l'AFNOR. Il faut savoir que c'est nous qui avons toqué à la porte de l'AFNOR pour dire, voilà, on fait des pièces, est-ce qu'on peut les normaliser? Là, on s'est retrouvé face il y a eu des discussions, il y a eu des tables rondes qui ont été faites, des travaux qui ont été faits, mais on s'est vraiment retrouvé face à une porte fermée au bout d'un moment. Et aujourd'hui, il faut aussi comprendre que les pièces qui sont produites par les industriels qui, eux, bénéficient de ces normes-là, puisqu'ils ont des moyens de production et de normalisation beaucoup plus importants, sont similaires à ce que les makers ont produit comme travail. Aujourd'hui, on a fait une vraie spécification, on est allé jusqu'à une spécification rédigée complète qui couvre toutes les normes nécessaires. Pour la visière?
pour les visières, pour les modèles de visières qui sont faits par les makers, qu'on s'assure que quand on modélise une visière, on réponde bien aux normes de cette spécification. Malheureusement, elle n'a pas été validée. Et Alors, c'était quoi le blocage? Le blocage, en fait, ça venait surtout des intervenants extérieurs qui ont compris qu'il y avait un marché là-dessus Le et lobby, que oui, clairement, et qui ont compris qu'il y avait un marché. Et encore une fois, nous, notre agilité, elle a permis de faire ce rôle de tampon. Et on avait vraiment cette philosophie de dire, bon, ben voilà, on a notre expérience là sur le premier mois, on vous apporte nos modèles, on vous apporte ces choses-là, comment on peut travailler ensemble pour réussir à vous permettre de prendre le relais. Et là, on a eu un vrai blocage parce qu'effectivement, il y a un marché et derrière, ben voilà, il y a des problématiques financières qui sont soulevées. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a sifflé la fin de la récré, quoi. Ouais, concrètement, c'était ça, effectivement. Et on se retrouve même aujourd'hui, alors c'est dommage, mais face à des entreprises qui sont sous l'égide de la plasturgie, qui qualifient leur visière de vraies visières. Sous-entendu, nous, on a des fausses visières. Mais voilà, c'est vraiment une philosophie. On arrive dans le monde d'après qui ressemble à celui d'avant, quoi. Oui, voilà. C'est un peu ça qui est malheureux. Donc, t'es jamais voilà. bien loin. Effectivement, alors oui, mais alors ça c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire c'est que finalement ce que vous disiez, donc il n'y a pas vocation à remplacer l'industrie, mais même sur les interstices, finalement, ce que vous dites, c'est que l'industrie n'est pas prête à vous faire une place, quoi. Non, absolument pas. Qui donnent gratuitement les visières. On est sur des modes d'échange qui sont radicalement différents. Donc, c'est une autre philosophie, effectivement. Et voilà, simplement ce que je voulais rajouter, c'est que nous, on était sur un rôle de tampon. On a bien compris que les industriels avaient besoin de temps, en fait, simplement pour mettre en place des lignes de production et passer un relais. Et voilà, aujourd'hui, on voit vraiment le choc des deux philosophies et il y a une incompatibilité à ce niveau-là qui est de l'ordre de la manne financière, tout simplement. Oui, mais l'intérêt pour les makers et les makerspace en général de pouvoir se mettre ensemble pour pouvoir avoir du poids face à des lobbies, face à des institutions publiques, finalement, voilà, face à des acteurs qui sont très institutionnalisés et beaucoup plus puissants que des individus. Voilà, c'est un petit peu. Je reprends encore un petit peu ma casquette de défense, entre guillemets, de ces associations nationales, sans spécialement insister sur leurs affaires. Enfin, il en existe d'autres, mais en tout cas, je pense que ce mouvement de structuration en association d'associations, en collectif d'associations, il n'est pas anodin. Il vient du fait que les institutions, qu'on soit au niveau de l'État, au niveau des collectivités locales, au niveau des industriels, imposent à ces collectifs d'indépendants de se structurer en association. Parce que sinon, ils les écrasent, en fait. Ok, bon, voilà. En fait, ça va nous... Non, mais merci, David. Effectivement, ça met un peu d'enjeu, quoi. Mais ça va nous servir de conclusion, je pense, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, Quentin. Non, mais enfin sur ce point-là, quelque part, on a vraiment prêt, donné. quoi. Ouais, non, mais on est prêt, effectivement. Juste vraiment sur les visières, très simplement, on nous a présenté ça comme des EPI, et donc ça doit répondre à des normes, ce qui est normal. C'est pour ça que nos enfants ne mettent pas en bouche des objets qui peuvent être toxiques. C'est normal de normaliser les choses, de régler tout ça. C'est complètement normal. Mais simplement, nous, on a trouvé une porte de sortie en disant on ne fait pas de visière de protection, mais on fait des écrans anti-projection. Et là, les choses se sont débloquées. Malheureusement, il y a eu un effet d'annonce, puisqu'il y a eu des normes AFNOR, des directives qui ont été mises en ligne et validées, qui qualifiaient ça dans un premier temps d'EPI. Donc, il y a eu un effet d'annonce. Il y a beaucoup de mouvements makers, surtout comme le mien, qui sont que des bénévoles particuliers, qui sont pas du tout armés pour faire face à ce genre de choses, qui ont arrêté. Donc, il y a eu un effet d'annonce et malheureusement, on a perdu beaucoup, voire 50% du potentiel de production et quelque part leur coût était
réussi. Mais voilà, nous, il faut comprendre qu'on n'était pas du tout dans cette optique-là. On était là pour répondre à un besoin. Et encore aujourd'hui, on répond à des besoins qui sont pas couverts par l'industrie. Et si on est là pour les aider, pour leur permettre de mettre en place des produits efficaces, on répondra toujours présent. Ouais, d'accord. Ok. Bon, bah, super. Bah, merci beaucoup pour cette conclusion qui ouvre beaucoup de réflexions et qui pose bien les enjeux qui vous attendent. Et je pense qu'on pourra se revoir dans un an, dans 2 ans, pour faire le point, parce que ça va être très important à suivre, en fait, cette structuration et voir comment ces frottements avec l'industrie ou le monde de l'industrie, comment ça va être arbitré. Voilà. Donc, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci Quentin Lehmann d'avoir Avec répondu. plaisir. Ça a été très intéressant. Merci Je crois beaucoup. que C'était vraiment, effectivement très intéressant. Oui. on est allé assez loin dans l'explication. Et voilà. Et effectivement, ce sera en replay sur la page YouTube du Shadok et sur la page YouTube de Rue 89 Strasbourg. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis à bientôt, dans un mois, pour un nouvel épisode de Tous Connectés et après. Voilà. Merci.